le meilleur marché. Soit 16,99 € le kilo, élevé en Norvège et ou Écosse selon arrivage, barquette de poids variable, magasin participant sur grandfrais.com. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Akili. Un sujet particulièrement concernant ce matin dans notre débat de la vérité en face. Vous nous appelez si vous voulez interpeller notre invité ici présent au 0826 300 300. Vous n'hésitez pas. Bonjour à vous Yann Rivoilan. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération française du prêt-à-porter. Nous avons souhaité vous inviter ce matin parce que désormais, à partir d'aujourd'hui, tous les petits colis importés dans l'Union européenne seront donc soumis à une nouvelle taxe européenne de 3 €. Le Parlement adopte définitivement une loi pour freiner l'ultra fast fashion qui au fond est devenu une sorte... Est-ce qu'on peut parler de fléau aujourd'hui? Alors je m'adresse compte tenu du nombre patron de la Fédé du prêt-à-porter quand même. Bon, est-ce que c'est un fléau l'ultra fast fashion? Je vais sortir du prêt-à-porter pour prendre par exemple un produit simple comme des jouets. 100% des jouets qui sont testés sur le site de Chine ou encore de Temu sont dangereux pour les enfants. Donc quand on a en effet tant de quantités dangereuses qui sont vendues en France, en Europe par milliards, on peut considérer que c'est un fléau. Vous diriez de cette loi qu'elle est, on va rentrer dans le détail, un texte au rabais aujourd'hui, qu'elle est inutile, comme disent ses détracteurs, ou au fond que c'est un premier pas vers une façon de réfréner cette consommation débridée de produits qui nous viennent souvent de Chine. Alors, on a deux grosses actualités de cette semaine. On a une loi anti-fast fashion, anti-ultra fast fashion qui a été votée lundi, et aujourd'hui une taxe européenne qui complète normalement. Ce sont deux choses distinctes. Voilà, tout à fait. Je reviens sur la taxe européenne qui arrive. En soi, c'est une absurdité qui ne servira à rien. Pour une raison assez simple, je prends l'exemple de Chine. Chine a construit un entrepôt de 740 000 m². Pour donner l'envergure de cet entrepôt, c'est un entrepôt qui fait la taille de 100 terrains de football. Où est-il ? Il est en Pologne, oui. Dans l'ouest de la Pologne. J'y suis allé il y a quelques mois pour justement voir le gigantisme de cet entrepôt. Et cet entrepôt représente aussi, pour donner un ordre d'idée à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est supérieur à la taille de tous les entrepôts Amazon qu'on peut avoir en France. Donc cet entrepôt va désormais recevoir tous les colis, non pas sous forme de petits colis, mais en gros, et après ça va être renvoyé en camion un peu partout en Europe. Et donc grâce à cet entrepôt, il n'y aura aucune taxe petit colis qui va être payé. Donc les 3 €. Donc les produits arrivent massivement, donc pas de taxation. C'est le cheval de Troie. C'est une normalisation. Oui. Parce que pour l'instant, ils bénéficiaient d'une faille juridique où tous les colis de moins de 150 € n'avaient aucune taxation. Chine faisait croire qu'ils payaient de la TVA, mais en fait, on avait systématiquement mesuré qu'ils sous-minoraient justement en fait tous ces points-là. Désormais, c'est un peu plus normalisé, mais on ne va absolument pas arrêter ce fléau parce que le vrai problème, je reviens, c'est sur la dangerosité des produits. Vous qui êtes allé voir comment on appelle de hangar, c'est même pas un mot, c'est une ville, c'est une petite 740 000 m², oui, sans terrain de football, il faut voir. En fait, je le filmais en voiture pour vous dire, et puis en fait, ça ne s'arrêtait pas. Pendant 2 minutes, j'ai filmé l'entrepôt. Nos experts européens qui font voter cette réglementation, ils sont conscients quand même, d'autant plus que ça se passe dans un pays membre. Donc, pourquoi faire voter des textes qui ne servent à rien en réalité? Alors quand je reprends ce texte, il ne sert pas à rien en tant que tel parce qu'il a obligé justement Chine à sortir de la faille dans laquelle on était. Donc on était obligé de le faire. Par contre, il faut être clair avec chacun d'entre nous, avec chacun de nos citoyens. On nous dit ça va nous rapporter tant de centaines de millions, ça ne rapportera que dalle. Donc ça, ce point-là est important parce que l'importance de cette somme qu'on devait toucher, c'était pour muscler nos douanes. On avait le même cas avec la taxe française. On s'est dit, on va taxer tous ces colis, ça va être 2 € par colis, super, on va gagner tant de millions, et comme ça on aura des douanes qui sont plus fortes. Donc il n'y a pas de taxe polonaise qui s'applique aux produits? Non, il n'y aura aucune taxe, parce que ça devient des produits presque normaux. Le fait, désormais, est de pouvoir se dire comment, en effet, on a des douanes assez fortes pour pouvoir l'arrêter. Je reviens sur l'autre loi, justement, qui a été votée définitivement au Sénat lundi dernier. Celle-là peut être vraiment efficace. Pourquoi ? Parce qu'elle a 2 points. Le premier, c'est qu'elle met en place un malus sur les produits. Comme on a un malus sur les produits et non pas sur les colis, alors là, on peut justement dire on va
faire payer Chine, Temu et tous les autres de cette taxe supplémentaire. Le deuxième, c'est qu'on a une interdiction de la publicité. Or, si on interdit de publicité toutes ces plateformes, toutes les personnes qui surconsomment à cause de cette publicité, normalement, devraient beaucoup mieux s'en tirer. Qu'est-ce qui est en jeu aujourd'hui, Yann Rivoalan, dans ce combat, si je puis dire, contre ces produits qui nous arrivent massivement de Chine? Alors, nous l'avons évoqué hors micro, il y a l'aspect purement commercial, ou du moins industriel même, et puis l'aspect en termes de sécurité des produits. Pour commencer, en quoi ces produits sont-ils répréhensibles? Il faut le rappeler quand même. Alors, il y a un triple enjeu. Il y a un premier enjeu de santé publique. Je prends des tests qui ont été faits, par exemple, sur des produits Chine, il y a maintenant quelques jours, par un institut allemand. On montrait que sur une veste, il y avait 1100 fois trop de PFAS, c'est-à-dire des polluants internels, sur cette veste. Donc on a clairement une veste qui est dangereuse pour la santé à cause de sa quantité de produits polluants. Le deuxième, il est dans la destruction d'emplois. On a déjà 20 000 emplois qui ont été détruits en France il y a près de 3 ans dans le secteur de la mode. Et en effet, si on n'arrête pas ces plateformes, il y a de 50 000 à 80 000 emplois supérieurs qui vont être détruits d'ici maintenant 3 ans. Le troisième, c'est pour la planète. Je reprends aussi les modes de fonctionnement de justement ces sociétés comme Chine et encore Temu. Elles envoient tous leurs produits par avion. À partir du moment, et on l'a mesuré en fait cyniquement il y a à peine maintenant quelques semaines, quand la taxe française s'est mise en place, parce que on a eu du jour au lendemain 50 avions cargo qui arrivaient en France pour livrer tous ces produits jetables, qui sont partis à Liège ou encore dans les Pays-Bas. Et donc on voit cette masse d'avions qui évidemment détruit la planète, et dans les moments de canicule qu'on peut avoir, évidemment ça a un impact aussi majeur. Et donc à travers ce triple enjeu, on doit absolument arrêter ces plateformes qui en plus appauvrissent toutes les personnes qui achètent dessus parce qu'ils croient faire une bonne affaire. On s'aperçoit en fin de compte que c'est majoritairement des fausses promotions qu'il peut y avoir sur ces plateformes, donc on abuse des gens, on leur vole leurs données, il y a aussi une amende en fait sur ce fait. Et enfin, ils consomment 2 fois plus que ce qu'ils auraient voulu faire, parce que la consommation moyenne de prêt-à-porter, c'est à peu près 200 € par an. Sur ces plateformes, c'est 400 € par an. Vous prenez en fait une sorte de retour en arrière, ou en fait, ou une forme de retour à une forme de vertu en matière de consommation de vêtements? Quelle est l'idée? En fait, je veux revenir à 2 points assez simples. Plus de pouvoir d'achat et plus de plaisir. Plus de pouvoir d'achat, c'est en fin de compte simplissime. Il suffit soit de porter plus ses vêtements, et donc d'avoir des vêtements de qualité qu'on va pouvoir porter un certain nombre de fois. Vous voulez dire acheter mieux et porter plus longtemps? Je prends un jean de qualité qu'on va pouvoir avoir, on va pouvoir le porter à peu près 300 fois. Un jean Chine, on va à peine le porter justement 30 fois maximum, de par sa faiblesse en termes de qualité. Eh bien, quand on a un vêtement, certes plus cher, mais qui peut être porté 300 fois, eh bien évidemment, non seulement on a à ce moment-là plus de pouvoir d'achat, et à la fin, on a aussi plus de désir, parce qu'on s'aperçoit que tous les phénomènes de surconsommation amènent plutôt du déplaisir qu'autre chose, parce que chaque fois qu'on jette un vêtement, on se sent en fait un peu culpabilisé par ces vêtements en fait qu'on n'a pas osé ou pas voulu porter. Mais ça, c'est une question de pédagogie. Nous avons de nombreux témoignages sur l'antenne de Sud Radio de personnes, pas forcément des jeunes, de tous les âges, qui nous disent: au moins, grâce à ce système, je parle de l'ultra fast fashion, on peut changer souvent de vêtements, c'est un bonheur, un plaisir, une liberté aussi, certains disent. Donc c'est compliqué de battre en brèche de tels arguments. Alors, en effet, on est rentré dans des phénomènes de surconsommation, que ce soit par exemple sur les réseaux sociaux, comme aussi sur ces plateformes. Tout le monde le sait qu'on va passer 1 heure sur TikTok à mettre du flot de contenu sans cesse. Eh bien, à la fin de cette heure, qu'est-ce qu'on a vraiment en fait pris comme information? C'est assez faible, et pourtant on y a passé 1 heure. C'est exactement la même chose avec tous ces produits. On en achète plein, mais en fin de compte ils sont systématiquement dans notre armoire, on les porte pas et on les jette aussi très rapidement. Il faut revenir sur cette donnée essentielle, c'est-à-dire d'acheter des produits qui nous font vraiment plaisir et d'avoir une véritable relation avec celui-là. Or en fait notre société s'est délitée sur ce point-là. Quand vous prenez ce que vous évoquez, on a bien compris, il y a 2 aspects. Il y a l'histoire de la décision prise au niveau européen. Je
je me pose la question, vous savez, les 3 euros sur les colis, les petits colis, quand on achète une robe à 8 euros, un t-shirt à 5 euros, est-ce qu'au fond c'est un argument dissuasif d'y ajouter 2-3 euros, enfin 3 euros, voilà. Est-ce que ça va vraiment freiner cette consommation-là? Pas sûr. Hein. Alors, de toute façon, même si la taxe avait été effective, elle ne sera pas effective dans les faits. On a bien compris. Mais si elle avait été effective, ça n'aurait rien changé parce qu'on a l'expérience américaine qui a eu lieu maintenant il y a près d'un an, où ce n'était pas 3 euros, c'était 100 euros par colis. Donc on était sur une somme infiniment plus importante. Et pourtant, ces plateformes ont réussi à exister parce qu'on aurait pu se dire du jour au lendemain, tout est fini. Ça n'a baissé que de 50% pour Temu et de 30% à peu près pour Shein. Et donc, on le voit, malgré ces sommes folles, en fait, derrière, il y avait toujours de la consommation parce que ces plateformes ont pris sur leur marge la capacité à pouvoir continuer à vendre à des prix, en fait, assez bas. Donc, oui, ces taxes peuvent être intéressantes si elles fonctionnent. Le vrai point, il revient encore sur la loi française qui doit devenir désormais une loi européenne, une interdiction de la publicité pour justement les freiner. Alors si vous le voulez bien, nous allons marquer une pause. Yann Rivoalan, nous avons un appel qui nous attend d'ailleurs, soyez patients. Nous allons évoquer dans la deuxième partie de cet entretien la concurrence, les consommateurs quand même, hein, c'est le nerf de la guerre, hein, et aussi la situation économique, notamment du prêt-à-porter. Est-ce qu'il y a vraiment une baisse du chiffre d'affaires global? Est-ce que c'est une menace réelle aujourd'hui? Vous nous direz là-dessus quel est votre sentiment. Vous nous appelez, hein, 0826... Vite, capturez-le sur Cdiscount. Et même pas besoin de Pokéball. Profitez des soldes du 24 juin au 21 juillet. Cdiscount, des prix bas qui ont de la voix. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face. Jean-François Akili. Avec Yann Rivoalan, président de la Fédération française du prêt-à-porter, nous évoquons ce règlement européen qui démarre aujourd'hui, 3 euros sur les petits colis hors Union européenne qui entrent, mais vous le dites, Yann Rivoalan, tout ça est déjà dépassé parce qu'il y a des sortes de centres on appelle ça comment, des hangars gigants, des centres logistiques qui sont dans l'Union européenne et qui redistribuent les colis en question, et la loi contre l'ultra fast fashion en France, hein, sur notre territoire, sera-t-elle efficace ou pas? Bonjour Olivier. Bonjour. Vous nous appelez de Maine, dans le Gard, Maine, oui, hein, nous sommes près de Beaucaire avec vous. Est-ce que vous êtes convaincu par ce que dit Yann Rivoalan? Pas du tout, parce que là, il voudrait qu'on s'en prenne aux particuliers, aux commandes. Alors que moi, quand je fais mes courses, là, je viens de regarder, je viens de me déshabiller, j'ai regardé, j'ai acheté des habits dans un magasin en France, mais ils viennent de Chine. Aïe. Donc, à un moment donné, il faudrait peut-être que les magasins ne commandent plus en Chine. Parce qu'il y a 80% des magasins, c'est chinois. Hein. Moi, j'ai vu mon frère pour des vis. Son fournisseur à Lyon, on n'avait plus. Il les a commandés à Alibaba. Voilà, je vous donne le nom. Ou AliExpress, je ne sais plus. Eh bien, quand il les a reçus, ce sont les mêmes que celles de son fournisseur à Lyon. Mais le fournisseur, il les vend 10 fois plus cher. Alors, il va vous répondre, Yann Rivoalan, là-dessus. Olivier, c'est un argument implacable, hein. Vous savez, quand vous achetez un bouquin aussi, nous parlions du retour de la lecture ce matin avec Bruno Le Maire, les livres, vous voyez en bas, au fond, à la dernière page, Made in RPC. Hein. Les livres pour enfants sont fabriqués en République populaire de Chine également. Que répondez-vous, Yann Rivoalan, à l'argument d'Olivier? Il y a 2 points. Il y a en effet la Chine qui est le producteur de textiles dans le monde, parce que 70% du textile est fabriqué en Chine. Donc de ce fait, oui, la Chine fabrique pour le reste du monde. Quand je reviens sur Chine ou encore sur Temu, ce qui me préoccupe, ce sont par exemple les conditions de travail des personnes qui fabriquent chez eux. Parce qu'il y a un certain nombre de reportages qu'on a pu effectuer où on voit que ces personnes sont totalement exploitées, avec des employés qui vont travailler jusqu'à 100 heures par semaine. Donc on a de l'exploitation complète avec en plus des salaires de misère derrière. Si je reprends d'autres acteurs qui fabriquent en effet en Chine, il y a des niveaux de traçabilité désormais beaucoup plus importants et qui permettent de voir que ces conditions sont normales. Donc on peut fabriquer en Chine, mais dans des bonnes conditions, avec surtout des produits de qualité. Et là aussi, quand je prends Chine et Temu, il n'y a aucun contrôle parce que
aussi quand la DGCCRF fait des contrôles, on va s'apercevoir que ces produits ne sont pas normés, voire sont même dangereux. Alors que si je reprends toutes les marques qu'on peut trouver dans nos centres-villes, chaque fois tous ces produits sont contrôlés et donc ils ne rentrent pas, heureusement, dans ces normes qui sont dangereuses et qui ne correspondent pas à ce qu'on doit avoir en Europe. Et donc ce n'est pas la provenance qu'il faut regarder spécifiquement, c'est avant tout justement la qualité qu'on peut avoir. Évidemment, je suis pour le Made in France, évidemment, je suis pour le Made in Europe, et en plus, on peut trouver des produits qui sont de bien meilleure qualité, voire même moins chers, avec par exemple du Made in Ukraine. On a nos amis ukrainiens qui combattent en ce moment avec aussi des forces vives dans l'ouest du pays et qui savent fabriquer. Et donc je suis d'accord avec vous, il faut absolument revenir sur une souveraineté européenne qui va être beaucoup plus forte, savoir se couper de la Chine et surtout proposer à tous les consommateurs des produits de qualité. Yann Rivoalan, je poursuis, je prolonge la question d'Olivier, très pertinente, depuis Maine dans le Gard. Les Français qui achètent parce que les prix sont très bas, ils achètent sur les plateformes que vous évoquez, sur Chine ou Temu et d'autres. Est-ce qu'on peut vraiment leur demander d'être plus vertueux dans un contexte de pouvoir d'achat, on le sait, très contraint? Est-ce que le consommateur est responsable dans ces histoires-là, ou est-ce que c'est, une fois de plus, ça se passe du côté du législateur? Alors. Heureusement, le consommateur peut acheter à des prix qui restent modiques sur, par exemple, toutes les plateformes de seconde main. Donc, et y compris en fait sur le terrain dans toutes les friperies. Donc on peut avoir des produits de qualité qui sont moins chers justement à des prix totalement identiques qu'on peut avoir sur les plateformes chinoises, voire même en fait avec des produits neufs comme par exemple chez Kiabi, on va là aussi trouver des produits en fait de très bonne qualité qui sont à des prix en fin de compte extrêmement modiques. Le point, il doit revenir sur le pouvoir d'achat et sur la façon de consommer, et c'est là où justement le législateur en fait doit faire son job, parce que dans notre façon de consommer, en effet, quand on achète un produit peut-être plus cher mais qu'on va porter 2, 3, 15, 10 fois plus, en fait on va faire aussi des économies. Et donc le point n'est pas à amener à culpabiliser les consommateurs à acheter des produits justement sur ces plateformes. Le vrai point, il est plutôt d'amener l'État et l'État européen à faire son job, à freiner ces plateformes le plus rapidement possible pour nous protéger de ces produits dangereux. Et c'est donc dans la déculpabilisation des gens qu'on doit aller, parce que en effet, quand 60% des consommateurs français, des citoyens français ne peuvent économiser que quelques dizaines d'euros par mois, on ne peut pas leur demander de dépenser plus d'argent, y compris justement dans des vêtements. Il faut plutôt que l'État fasse son job à travers une bonne redistribution et à travers une meilleure protection. Vous avez mis tout à l'heure l'accent sur le développement durable, Yann Rivoalan. Est-ce que le textile c'est l'un des secteurs les plus polluants, vous le confirmez. Est-ce que cette loi va permettre de réduire l'impact environnemental, ou est-ce que c'est un peu une goutte d'eau, première chose, et puis est-ce qu'il ne faudrait pas au fond agir davantage sur les volumes en quelque sorte plutôt que sur les colis importés en soi? Vous évoquiez tout à l'heure la taxation plutôt des produits que des boîtes, si je puis dire. Alors, en ce moment, cette loi ne fait que freiner la consommation qui enfle jour après jour. Si je reprends par exemple le nombre de produits qu'on vend en France, on a dépassé le milliard il y a à peine quelques années, il y a à peine 3 ans, et maintenant on est à peu près à 3,6 milliards de vêtements vendus par an en France. Donc c'est totalement aberrant, avec plus de 50 vêtements qui sont quasiment vendus par citoyens, je veux dire, en fait. Et qui restent dans des placards. Et qui restent dans des placards. De toute façon, en fait, on n'a pas le temps, en fait, de pouvoir tous les porter. Donc, il y a, en effet, cette surconsommation qui se met en place sur, en plus, des produits de mauvaise qualité, parce que c'est désormais avant tout des produits en polyester qu'on va acheter, et donc tout simplement du plastique, alors qu'on mérite des matières beaucoup plus nobles, comme de la laine ou encore du coton. Donc oui, on doit revenir sur une meilleure consommation, une consommation qu'on avait plutôt, justement, il y a un peu moins de 20 ans, pour avoir quelque chose, en fait, de plus qualitatif pour chacun d'entre nous, avec, et je le répète, aussi un meilleur pouvoir d'achat et aussi une meilleure protection de la planète, parce que ce développement des vêtements en polyester, ça reste du plastique et donc du pétrole qu'on balance partout et qui peut pas se détruire en fait facilement. Et c'est à travers aussi la fabrication et tous les avions qui arrivent, là aussi, des canicules supplémentaires, et donc la mode doit faire son job. Et en effet, si je reprends toutes les marques françaises, elles font le travail dans son immense majorité, parce que les prix restent justement correspondent à une meilleure qualité, à une meilleure composition et à des meilleurs emplois, parce que chaque fois qu'on va dans une boutique, qu'on va dans un centre-ville, on alimente aussi l'État français, on alimente aussi notre production à travers tous les emplois qu'on a créés. Alors je ne sais pas si c'était mieux avant, vous évoquez il y a 20 ans, je vous avoue que moi aussi, je pense souvent, est-ce que c'était autrefois, est-ce que je crois qu'il y a une baisse du chiffre d'affaires de 20 à 30% des soldes, me semble-t-il. Le gouvernement décide de prolonger d'une semaine
les soldes en question. Avant, les consommateurs français faisaient les soldes. J'ai l'impression, avec il y a eu le Black Friday qui s'est ajouté là-dessus, que c'est une sorte de réflexe qui tend à disparaître. Je ne sais pas s'il disparaît d'ailleurs. Est-ce qu'il faudrait revenir à ce système-là ? Est-ce qu'il est vraiment battu en brèche ? Est-ce que c'est un monde qui change ? Il y a un vrai problème avec les promotions. Parce que vous parlez du Black Friday, mais il y a même Temu qui a inventé un Black Friday en plein été. Donc il y a une surinflammation en fait de consommation, en fait de promotion qui se met en place, avec en plus, et là je reprends par exemple en fait le cas de Chine, désormais des promotions illégales qui sont en permanence mises en place sur le site. On a pu le montrer il y a maintenant quelques mois, 57% des promotions sur le site de Chine étaient illégales. On n'avait en fait pas de vraie promotion à ce moment-là. Et donc de cela, oui, on doit amener le consommateur à mieux consommer, non pas en promotion, mais avant tout avec un produit qu'il veut véritablement acheter. Les soldes, c'est moins 20 à moins 30%. On a décidé symboliquement de rajouter une semaine de soldes en plus. Ça va permettre à beaucoup de commerçants de pouvoir vendre un peu plus dans cette période de soldes. Donc, de ce fait, c'est intéressant pour nos commerçants. Oui. Mais il y reste toujours cette concurrence qui est déloyale et illégale de la part de toutes les plateformes qu'il faut définitivement stopper. Vous êtes optimiste ? Alors, c'est la question qu'on pose à la fin à chaque fois, mais c'est après un tableau toujours dramatique. Je prends 2 points. Le premier, c'est le BHV qui s'associe avec Chine il y a un an. Et tout le monde nous explique, y compris en fait justement le propriétaire du BHV, que c'est une révolution, ça va marcher, ça va être un carton. C'était un flop absolu. Et désormais, ils ont arrêté, du moins à Paris. Ça doit être le cas, j'espère, bientôt aussi dans les régions. Donc on le voit, on a remporté une grande victoire alors que tout le monde nous disait, ça y est, c'est perdu. Deuxièmement, cette loi anti-fast fashion qui a été donc votée lundi, il y a plus de 2 ans, elle semblait impossible, ça ne devait pas arriver. Et oui, tout le monde s'est bougé pour qu'en effet, elle arrive et qu'elle ait été définitivement adoptée. Donc oui, on peut lutter. Et c'est justement ce défaitisme dans lequel on est assez souvent en disant les Chinois sont trop forts, ils vont gagner, etc. Ce n'est pas vrai. On peut y arriver. On peut construire une souveraineté européenne. On peut avoir des emplois en France. On peut avoir des emplois en Europe. On peut clairement s'en sortir. Et vous y croyez. C'est une note d'espoir forte. Et je rappelle que vous êtes Yann Rivoalan, président de la Fédération française du prêt-à-porter. Et vous portez en studio une chemise, on ne citera pas la marque, vintage. Vous l'avez porté quoi, 150, 200 fois? Beaucoup, ainsi que le jean Tuffry que je peux nommer, qui est un jean made in France en fait, et qui est magnifique. Et ça vous va très bien. Merci d'être venu nous éclairer dans ce studio ce matin à 9h58 sur l'antenne de Sud Radio. Il est temps de découvrir notre gagnante du jeu Sud Radio du Grand Matin. Un séjour d'une semaine pour 4 personnes dans des résidences 3 ou 4 étoiles avec la Grange Vacances. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous êtes Sophie à Bordeaux, hein? Oui. Et c'est vous qui avez gagné. Voilà, bravo. Ah là, merci beaucoup. Félicitations. Là, vous pouvez pas savoir. Vous avez vraiment joué, vous avez vraiment gagné. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Ah, c'est formidable. Bon, alors vous savez que vous avez le choix. Hein, c'est en famille, c'est ou la mer ou la montagne. Vous n'êtes pas très loin de la mer à Bordeaux. Hein. Vous allez choisir la montagne? Oui, tout à fait. Non, pas forcément. Peut-être. Il y a de fortes chances car ça fait au moins 2 ou 3 ans qu'on n'est pas allé à la montagne et c'est un vrai cadeau. Bon, vous avez le temps de réfléchir. En tout cas, bravo Sophie. Il suffit de jouer pour gagner, hein, vraisemblablement. Bravo, félicitations. Je vous embrasse. Bonnes vacances, beaucoup, bon séjour. Allez, 9h59 dans un instant. Je passe la main à Valérie Expert pour Mettez-vous d'accord. Bonjour Valérie, bienvenue. Bonjour Jean-François. Écoutez, tout à l'heure, on sera... vous arrivez pile poil, hein, comme la cavalerie, dans les films de John Wayne. Oui. Absolument. Oui. On aura tout à l'heure, dans C'est quoi le problème, le pédopsychiatre Maurice Berger pour parler de la violence des mineurs. Il est l'un des premiers à avoir alerté sur cette ultra-violence. On va y revenir avec vous. Est-ce que vous avez observé effectivement des mineurs de plus en plus violents? En tout cas, les faits divers le confirment. On va revenir sur la canicule, mais l'aspect politique
politique avec le Premier ministre qui a réagi aux propos de Sandrine Rousseau hier, qui a déposé donc cette motion de censure. Ça a fait un tabac, votre interview hier. Le gouvernement n'était pas à la hauteur. Et puis Retailleau en colère sur la date de l'élection. Et oui, on connaît maintenant la date de l'élection présidentielle, 18 avril et 2 mai. On va